La Semaine Sainte, par Louis Aragon, voici un livre dont on peut dire qu'il reçoit un accueil partout favorable. Tout le monde en pense du bien, tout le monde en dit du bien. Ce succès ne vous surprend pas? C'est la trêve des confiseurs. C'est une trêve sincère, non? Je l'espère bien. Bon. Je dois vous poser une question. Puisque c'est un roman historique, il est de bon ton dans ces cas-là de poser toujours la même question, c'est-à-dire quelle est la part d'histoire et quelle est la part de fiction. Vous avez lu, je sais, une quantité considérable de documents sur cette époque, donc il y a évidemment un grand matériel historique, mais quel usage en avez-vous fait? J'ai essayé de dire en tête de ce livre que ce n'était pas un roman historique, mais un roman d'imagination. La plupart de mes critiques, dont, mon Dieu, je peux bien supporter cette petite incartade, considèrent comme un défi de ma part, ou je ne sais quelle élégance qu'il me prête, cette déclaration. En réalité, c'est simplement la réalité. Il y a dans ce livre des éléments de caractère historique, à cause de l'époque à laquelle ça se passe, et que j'ai accumulés pour donner à mon livre une certaine crédibilité, afin de pouvoir, au-delà de cela, donner libre cours à mon imagination et faire que les gens s'étant pris à une réalité contrôlable puissent croire à mes mensonges et mentir en toute impunité, comme le doit le romancier. Le personnage principal de ce livre, il y en a des centaines de milliers, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est le peuple français? C'est la France? C'est la population française? Quelle est l'expression que vous préférez? Eh bien, disons la France, c'est plus simple, c'est plus court. Bien. De tous ces milliers, de toutes ces centaines de milliers de personnages, il y en a tout de même un ou deux que l'on peut extraire ce soir, en tout cas. L'un de ces personnages étant Géricault, le peintre, auquel vous vous référez très souvent. Pourquoi avez-vous choisi Géricault? Est-ce que c'est sa vie même, enfin pour un historien, sa biographie, qui vous a donné envie d'insister, de prendre ce personnage comme un point principal? C'est parce que Géricault constitue en lui-même un problème qui coïncide avec le problème qui m'inquiétait personnellement, enfin qui m'intéressait. Ce problème, c'est la complexité de l'origine, de la naissance du sentiment national en France. Géricault s'est trouvé le peintre des armées napoléoniennes dans leur dernière période, brusquement, en décembre 14, janvier 15, entrer dans la maison du roi, devenir un mousquetaire gris et a été entraîné par les faits mêmes à suivre le roi Louis XVIII, contre probablement son propre sentiment, mais par une certaine idée qu'il avait, enfin, la correction en tout cas de son attitude, jusqu'à la frontière belge, au moment où le roi a quitté le sol national. Il y a là une espèce de contradiction avec le personnage de Géricault tel que nous pouvons nous le définir d'après son art. Enfin, l'homme qui a été pas seulement comme peintre, un homme d'avant-garde, mais aussi même dans la vie politique de son temps. L'ami direct d'Horace Vernet, un homme mêlé aux conspirations contre Louis XVIII, notamment à la conspiration des sergents de La Rochelle, où il a probablement donné de l'argent avec Horace Vernet pour suborner le gouverneur de la prison où étaient les accusés et les faire évader à la veille de l'exécution. Il était incompréhensible pour tout le monde que cet homme ait eu, pendant une période si courte, l'aspect d'un membre de la maison du roi. Je ne crois pas que ce soit une chose qu'on puisse expliquer d'une façon simple. Et c'est, enfin, les questions que cela posait pour moi qui m'ont entraîné à choisir et ce sujet et cette période du temps. Il y a un autre personnage que nous pourrions aussi extraire, c'est Berthier. Le maréchal Berthier est un homme pour qui j'ai une assez vive sympathie.
sympathie peu compréhensible pour les gens qui connaissent mal Berthier ou qui ne le connaissent que tel que l'a présenté, disons, le dictionnaire des Girouettes ou cet autre dictionnaire des Girouettes qui est l'histoire telle qu'on l'enseigne dans les écoles. Berthier, c'est un très grand homme en réalité. On en a dit beaucoup de mal pour des raisons mauvaises, parce qu'il était petit. Quand il aurait été grand, qu'est-ce que ça aurait changé? Parce que il est un peu dans l'ombre de Napoléon. Mais est-ce que Napoléon aurait gagné les victoires qu'il a gagnées s'il n'y avait eu à côté de lui cet organisateur de la victoire qui était Berthier? Vous savez, les batailles, ça ne se fait pas simplement en remuant, en donnant des ordres au colonel des régiments. Il faut que tous les gens aient été menés à pied d'œuvre, il faut que les gens soient habillés. C'est pas pour cela que vous aimez Berthier. Ah non, mais c'est quand même dans une période de notre histoire qui me tient assez à cœur, comme à beaucoup de Français, le rôle de Berthier qui a créé déjà ce personnage pour lequel j'ai déjà un préjugé favorable. Au-delà de cela, on considère Berthier essentiellement comme un homme qui a trahi Napoléon. Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire, parce que qu'est-ce qu'il aurait pu faire? C'était un militaire. Le gouvernement de la France n'était plus le gouvernement de Napoléon. Il n'y avait pas de chance que Bonaparte revienne. C'était très invraisemblable. D'ailleurs, Bonaparte n'a jamais dit à Berthier de ne pas entrer au service du roi. Il lui a conseillé de le faire. Il n'y a donc pas trahison de mon point de vue. Mais surtout, c'est ce qui dépasse même la Semaine Sainte. C'est l'avenir de Berthier, qui montre à quel point l'idée qu'on se fait de ce maréchal est une idée fausse. En effet, Berthier accompagne jusqu'à la frontière précipitamment Louis XVIII, mais que savons-nous de ce qu'était sa pensée à ce moment-là? Il est certain qu'il a écrit au maréchal Davout avec l'idée de revenir à Paris. Il ne pouvait pas y revenir parce que sa jeune femme, qui était une princesse de Bavière, était partie à Bemberg en Bavière avec ses enfants et qu'il allait la rejoindre. Mais il avait l'intention de revenir. S'il n'est pas revenu, c'est parce que l'empereur d'Autriche lui a refusé le visa. Il en a été désespéré. Et la mort de Berthier, qui est seulement le 1er juin, c'est-à-dire 6 semaines après les événements que je raconte, la mort de Berthier, on a essayé de la camoufler en un simple accident. Il est tombé par la fenêtre. On dit qu'il a eu un étourdissement. En réalité, je pense que Berthier est mort parce qu'il s'est jeté par la fenêtre au moment où, sous ces fenêtres, passaient les armées russes qui allaient se diriger vers la Belgique et qui devaient envahir la France. Et le patriote Berthier, ayant refusé le service à Louis XVIII à cette époque, et dans l'impossibilité de continuer ce qui était le sens général de sa vie, a été amené au suicide par cela même, par patriotisme. Par conséquent, en réalité, si vous voulez savoir ce que c'est que mon admiration pour Berthier, c'est l'admiration que j'ai pour un patriote. Quelle importance avez-vous voulu donner au sentiment dans ce roman? À l'amour, par exemple? Bien, je n'ai pas voulu le donner. C'est l'importance qu'il a dans la vie. Ce n'est pas un très grand mystère que pour moi, ce sentiment est un sentiment dominant. Et puisque nous venons de parler de Berthier, qui est un homme à peine plus âgé que je ne suis, j'ai 61 ans et il en avait alors 63, on le voit dans ce livre précisément comme un homme lié de toute sa vie à une femme, Madame Visconti. Et Stendhal lui-même a signalé la grandeur de cet amour que l'âge n'arrête pas. Je ne pense pas que j'ai besoin de beaucoup insister pour expliquer ce qui, dans un pareil cas, m'émeut profondément et essentiellement. Toutes les actions qui sont décrites dans votre livre paraissent avoir presque toujours même été inspirées, c'est ma dernière question, inspirées par des mobiles parfaitement estimables. Enfin, vous n'expliquez rien par la bassesse. Je pense qu'il n'y a rien de plus ignoble que le fait d'expliquer les actions des autres par des motifs bas. Même lorsqu'il s'agit d'une fuite. Dans tous les cas au monde, il y a avantage, au contraire, me semble-t-il,
à essayer de s'expliquer les actions des autres par des motifs élevés. Bien sûr, dans beaucoup de cas, on peut se tromper gravement. Mais qu'importe qu'on se trompe, au bout du compte, on y gagne à se tromper. C'est votre conclusion ou la raison de votre optimisme? Mon optimisme est d'une autre nature. J'ai écrit dans mon livre ceci qui en est peut-être la morale. L'avenir, c'est les autres. La grande question pour moi, c'est essentiellement de faire dans la vie ce qui permet aux autres, par la suite, d'incarner les idées que moi, les gens de ma génération disparaissant, nous ne sommes plus aptes à défendre. C'est dans la jeunesse qu'est tout mon espoir. Si vous me parlez de mon optimisme, il provient de cette confiance inébranlable que j'ai en elle.